Eva se regardait dans le petit miroir fissuré de la chambre, appliquant du rouge sur ses lèvres avec une précision de peintre. « Tu perds ton temps avec ces cahiers, Kelly », lança-t-elle sans se retourner. Derrière elle, sa petite sœur, penchée sur un livre d'école, releva la tête, les sourcils froncés. « Et toi, tu perds ton temps avec ce miroir », rétorqua Kelly, la voix teintée d'un mélange d'agacement et d'admiration. Eva éclata d'un rire léger, secouant ses boucles. Elle n'avait jamais eu besoin de faire d'efforts. Pas comme Kelly, qui passait ses soirées à griffonner des réponses au professeur, rêvant d'un futur qu'elle construisait mot à mot. Eva, elle, misait sur ce qu'elle voyait dans ce miroir. Un visage qui faisait tourner les têtes, des yeux qui promettaient sans rien donner. Depuis toujours, les hommes la suivaient, hypnotisés, et elle les laissait faire. L'école, une perte de temps. Les rêves de Kelly, des chaînes. Eva voulait plus, tout de suite, et elle savait comment l'obtenir. Leur maison, modeste mais digne, abritait leurs parents Amadou et Adjoa, ainsi que leurs 3 petits frères, Sandro, Thomas et Bento. Ils ne manquaient de rien, pas vraiment, mais ils n'avaient pas non plus de quoi rêver grand. Amadou vendait des tissus au marché, Adjoa gérait la maison, et la vie tournait, simple, sans excès. Kelly s'y accrochait à cette simplicité avec ses ambitions d'études. Eva, elle, s'en échappait, attirée par les lumières de la ville, les regards des hommes riches étrangers qui lui offraient des miettes de luxe en échange de son sourire. Ce soir-là, elle enfila une robe qui soulignait ses courbes et quitta la maison sans un mot. Kelly la regarda partir, serrant son crayon. « Fais attention, Eva », murmura-t-elle, mais la porte claqua avant que les mots ne portent. Dans un coin de la ville où les néons clignotaient, Eva croisa un homme différent. Pas comme les autres, ceux qui payaient pour une nuit. Il s'appelait Miguel, pilote portugais, avec un regard sérieux et des mots qui ne sonnaient pas creux. « Je ne veux pas juste te voir ce soir, Eva, » dit-il, sa voix grave coupant le bruit du bar. « Je veux construire quelque chose avec toi. » Eva sourit, mais son cœur tressaillit. Pour la première fois, elle se demanda si elle pouvait croire un homme. Les semaines passèrent, et Miguel ne disparaissait pas comme les autres. Il venait chez elle, frappant à la porte avec un sourire qui faisait rougir même Adjoa. « Bonsoir, Madame Adjoa », lançait-il, posant un panier de fruits sur la table. Eva est là. Adjoa, méfiante mais charmée, pointait la chambre du fond. Elle se prépare, comme toujours. Dans le salon, Sandro, Thomas et Bento se bousculaient pour attirer son attention, posant 1000 questions. « C'est vrai que tu conduis un avion ?» demandait Thomas, les yeux écarquillés. Miguel riait, s'asseyant sur une chaise bancale. Pas conduire, piloter. Et oui, c'est vrai. Un jour, je vous emmènerai voir les nuages de plus près. Eva sortait alors éclatante, son rire remplissant la pièce. « Laisse mes frères tranquilles, Miguel, ils vont t'épuiser. » Mais elle aimait ça, cette chaleur, cette façon qu'il avait de s'intégrer. Kelly, elle, observait depuis un coin, son livre sur les genoux, lançant parfois un regard perçant. « Il est trop gentil, Eva. T'es sûr qu'il veut pas juste jouer ?» murmurait-elle quand elles étaient seules. Eva haussait les épaules. « Il parle de mariage, Kelly. Mariage, tu sais ce que ça veut dire ?» Kelly secouait la tête, mais Eva, elle, commençait à y croire. Pour Miguel, elle rangea ses robes provocantes, refusa les avances des hommes en ville. Chaque fois qu'il venait, il apportait une nouvelle promesse, une vie ailleurs, un avenir stable. Un soir, sous le vieux manguier derrière la maison, il prit sa main. « Eva, je suis sérieux. Je veux t'épouser. Mais il faut qu'on fasse les choses bien, qu'on prenne notre temps. » Eva sentit un frisson, pas seulement d'excitation, mais de quelque chose de plus profond. Pour la première fois, elle voulait autre chose que des nuits sans lendemain. Mais alors qu'elle commençait à rêver à cet avenir, Miguel arriva un soir, le visage fermé. « Eva, j'ai une mission. 6 mois. » Sa voix était lourde, ses yeux évitaient les siens. « C'est urgent, je dois partir. » Eva sentit son estomac se nouer. « Partir? Où ?» demanda-t-elle, croisant les bras. Miguel soupira, frottant sa nuque. « À l'étranger. C'est compliqué, les papiers. Sans être marié, tu ne peux pas venir. » Il sortit une enveloppe épaisse, la posa dans ses mains. « C'est pour toi, pour ta famille, pour Kelly et l'école, pour les petits. Attends-moi, Eva. 6 mois, et je reviens. On se mariera. » Elle voulut protester, mais les mots restèrent coincés. Elle hocha la tête, serrant l'enveloppe. Le lendemain, il était parti. 3 mois après le départ de Miguel, l'attente pesait sur Eva comme une pierre. Chaque matin, elle vérifiait l'enveloppe qu'il lui avait laissée, les billets s'amenuisant comme du sable qui glisse entre les doigts. Les nuits devenaient trop longues, pleines de silence qui lui rappelaient son absence. « Il reviendra », se répétait-elle, mais sa voix manquait de conviction. Les mois s'écoulèrent, lents et lourds. Kelly continuait ses études, Amadou vendait ses tissus, Adjoa maintenait la maison. Eva, elle, attendait, l'enveloppe diminuant à chaque achat. Mais au 5e mois, la ville bascula.
Des cris déchirèrent la nuit, des coups de feu résonnaient. Les rebelles, tapis dans la forêt, attaquaient. L'armée ripostait, les rues devenaient des pièges. La famille d'Eva se terrait, rideaux tirés, tandis que la peur s'infiltrait par les murs. Miguel, loin, apprit l'instabilité, trop dangereux pour revenir. Sa mission s'étira, l'argent s'épuisa. Eva, seule, sentit l'ancienne Eva revenir. Un soir, seule dans sa chambre, elle attrapa ses talons hauts, les enfila comme on enfile une vieille armure. « Il m'a laissé », murmura-t-elle, le regard dur, avant de claquer la porte derrière elle. Adjoa, assise dans le salon, leva les yeux, inquiète. « Eva, attends, sois patiente. Il t'aime, il l'a dit », cria-t-elle, mais Eva ne se retourna pas. Dans les rues vibrantes de la ville, les néons l'appelaient à nouveau. Les hommes la regardaient comme toujours et elle se laissa emporter. Pas d'un coup, mais doucement, comme on glisse dans un courant. Un verre partagé, un rire forcé, des billets glissés dans sa main. Les noms s'effaçaient, les visages se brouillaient, mais l'argent comblait le vide que Miguel avait laissé. Une nuit, un homme riche, un commerçant aux manières assurées, lui chuchota des promesses qu'elle savait creuses, mais elle s'y accrocha, juste pour oublier. À 7 mois, un matin, Eva sentit son corps changer. Une fatigue pesante, des nausées qui la réveillaient à l'aube. Elle consulta une voisine, une femme discrète qui connaissait les secrets des corps. « Enceinte », confirma-t-elle. Eva sentit un froid l'envahir, mais elle garda la tête haute. Elle rentra chez elle, le pas lourd, et lâcha la nouvelle à table, entre deux silences. Adjoa posa sa cuillère, les yeux brillants de larmes. « Eva, comment as-tu pu » murmura-t-elle, la voix brisée. Amadou, les lèvres pincées, détourna le regard vers la fenêtre, refusant de croiser celui de sa fille. « C'est ma vie », répondit Eva, les bras croisés, son ton sec cachant une blessure qu'elle refusait d'admettre. Kelly, assise à côté, serra son crayon si fort qu'il craqua. « Et Miguel » demanda-t-elle à peine audible. Eva haussa les épaules, les yeux baissés. « Il n'est pas là, Kelly. » L'homme, un commerçant prospère, nommé Bakary, fut informé. Il vint un après-midi, l'air gêné, jetant des regards nerveux autour de lui. « Eva, je prends mes responsabilités, » dit-il, évitant les yeux d'Adjoa qui l'observait depuis la cuisine. « Je paierai ce qu'il faut pour toi, pour l'enfant, jusqu'à ce qu'il naisse. » Mais quand Eva parla d'un avenir, il secoua la tête. « J'ai une femme, des enfants. Je ne peux pas t'accueillir chez moi, ce serait impossible. » Eva serra les dents, ravalant sa colère. « D'accord, » dit-elle simplement, et il partit, laissant une liasse de billets sur la table. Les mois suivants furent une épreuve, les regards des voisins, les chuchotements, les nuits où Eva fixait le plafond, une main sur son ventre qui s'arrondissait. Elle accoucha par une nuit chaude, les murs de la maison résonnant de ses cris. Un garçon, petit mais vif, avec des yeux qui semblaient déjà chercher quelque chose. Elle le nomma Sefou, un nom qu'elle choisit sans expliquer pourquoi, et le serra contre elle, un mélange de fierté et de peur dans le cœur. Chez ses parents, elle berçait Sefou, Adjoa à ses côtés, veillant sur elle comme une ombre protectrice. Mais l'air restait lourd, chargé des mots tus, des jugements non exprimés. Un matin, Eva baignait Sefou dans une bassine d'eau tiède, fredonnant une chanson douce tandis qu'il agitait les mains dans l'eau, riant aux éclats. Des coups retentirent à la porte, secs et inattendus. Adjoa, qui était dans la cuisine, posa son couteau et alla ouvrir. Elle causa un moment dehors, puis rentra précipitamment, le visage blême, les mains tremblantes. « Eva !» chuchota-t-elle, jetant un regard vers le bébé. « C'est Miguel. Il est là. Il demande après toi. Je lui ai dit que tu n'étais pas là, que tu étais sorti pour gagner du temps. Il parle avec Amadou dehors. Qu'est-ce qu'on fait ?» Il ne sait pas pour ses fûts. Eva sentit son cœur s'arrêter, un vertige la saisissant. « Miguel ?» murmura-t-elle, la voix étouffée. Vite, elle sortit Sefou de l'eau, l'enveloppa dans une couverture et le porta dans la chambre. Elle l'allaita rapidement, le berçant jusqu'à ce qu'il s'endorme, son petit visage paisible. Pendant ce temps, Adjoa faisait la navette, maintenant Miguel occupé avec Amadou à l'extérieur. Eva prit un bain hâtif, se nettoya, enfila une robe propre, se maquilla pour masquer la fatigue, le souffle court, les mains tremblantes. Quand elle fut prête, elle sortit enfin, feignant la surprise comme si elle dormait dans la maison. « Miguel, tu es là ?» dit-elle, sa voix tremblant malgré elle. Miguel se tourna, un sourire illuminant son visage. « Eva, ta mère m'a dit que tu étais sortie, mais te voilà. » Adjoa, pour jouer le jeu, sursauta légèrement. « Oh Eva, tu étais là? Je croyais que tu étais chez ton ami. » Miguel l'enlaça, ignorant tout du secret. « Viens, on sort un peu. Je vais t'expliquer tout ce qui s'est passé pendant mon absence. » Eva lança un regard rapide à Adjoa, qui hocha la tête discrètement, signifiant qu'elle veillerait sur ses fûts. L'enfant dormait. Ils partirent, Eva le cœur en chaos, marchant aux côtés de Miguel comme si rien n'avait changé, mais sachant que tout avait basculé.
Eva marchait aux côtés de Miguel, feignant la joie, tandis qu'il s'éloignait de la maison. Miguel, ignorant tout de Sefu, l'enfant de 3 mois qu'elle avait laissé à Adjoa, lui serrait la main tendrement. Ils passèrent la soirée ensemble, mangeant, dansant, rattrapant le temps perdu, jusqu'à tard dans la nuit. À la maison, Sefu se réveilla peu après, ses pleurs remplissant la pièce. Adjoa tenta de le calmer, mais l'enfant affamé réclamait le lait de sa mère. Ses cris persistèrent, ses yeux rougissants et gonflant à force de larmes. Vers minuit, Miguel ramena Eva en voiture et la déposa devant la maison avant de repartir. Eva entra et Adjoa l'attendait, Sefu dans les bras. « Eva, comment as-tu pu » s'écria-t-elle en colère. « Ton fils a besoin de toi pour l'allaiter. Il a pleuré des heures. Regarde ses yeux gonflés. » Eva prit Sefu et l'allaita pour le calmer. Adjoa poursuivit. « Aujourd'hui, tu t'en sors, mais jusqu'à quand vas-tu cacher ça ? Miguel est sérieux. Il finira par découvrir l'enfant. Il t'a promis le mariage, mais toi, tu n'as pas attendu. Parti 6 mois à cause des troubles, et toi, tu es retombé dans ta vie de prostitution, tombant enceinte. Un pilote riche, ça ne te suffisait pas ? Tu aurais dû attendre 1 année. » Eva murmura. « Je vais gérer, il ne saura pas. » Adjoa rétorqua. « Jusqu'à quand ?» Eva expliqua que Miguel lui avait parlé des raisons de son absence prolongée, les mouvements politiques et les combats l'ayant retenu. Adjoa répondit, amer. « Ça n'excuse pas de rentrer si tard. Kelly a des contrôles, tes frères aussi. Gère ton enfant toi-même. » La famille conspira pour cacher Sefu à Miguel. Eva jonglait. Quand Miguel partait en mission, elle s'occupait de l'enfant librement. Quand il était en ville, dans sa belle villa, tous restaient en alerte, redoutant une visite surprise. 1 semaine plus tard, Miguel repartit en voyage. Eva se retrouva seule à la maison avec Sefu. Kelly, Sandro, Thomas et Bento étaient à l'école. Adjoa au marché. Amadou partit chasser en brousse. Soudain, des coups de feu éclatèrent. Les rebelles attaquaient de nouveau, échangeant des tirs avec l'armée. La population fuyait dans la panique. Amadou s'enfonça dans la forêt. Adjoa s'enfuit avec d'autres depuis le marché. À l'école, les enfants furent évacués. Eva, prise de panique, attacha Sefu dans son dos et courut avec la foule vers les bois. Dans la forêt, au cœur de la confusion, Eva se retrouva un peu isolée, quelques femmes derrière elle. Une idée brutale surgit. Elle détacha le pagne qui maintenait Sefu, le laissant tomber avec un cri. Les femmes derrière elle hurlèrent « Madame, votre enfant est tombé !» Eva ne répondit pas. Elle accéléra. Certaines murmurèrent « Elle l'a fait exprès ?» Mais personne ne s'arrêta. Les balles sifflaient dans les feuillages et tous fuyaient vers les villages alentours ou plus profondément dans la forêt. Après plusieurs jours d'errance, le calme revint. Les habitants commencèrent à revenir. La famille se regroupa. Amadou raconta sa cache dans la brousse, Adjoa sa fuite du marché, les enfants leur évacuation scolaire. Eva arriva la dernière, seule. « Où est Sefu ?» demanda Adjoa. Les sourcils froncés. Eva fondit en larmes. Les rebelles l'ont pris. Ils m'ont attrapé, ont demandé de l'argent, et comme je n'en avais pas, ils ont pris mon enfant. Un silence tomba. La famille s'indigna, sanglota. Mais Amadou fronça les sourcils. Les rebelles braquent, oui, mais prendre un bébé, que ferait-il d'un nourrisson? Eva insista, pleurant. Personne dans le quartier ne savait qu'elle avait abandonné Sefu. Son secret resta intact. Et maintenant qu'elle était libre, elle reprit sa vie auprès de Miguel. Leur relation s'approfondit. Peu après, Miguel paya la dot que la famille exigeait. Ils se marièrent. Eva partit vivre en ville auprès de lui. Elle mena désormais une vie stable, aidant ses proches grâce à Miguel. Kelly progressait dans ses études et les petits frères poursuivaient leur scolarité, sous l'œil toujours discret d'Adjoa et les efforts d'une Eva redevenue présente. La vie d'Eva s'était stabilisée aux côtés de Miguel. Mais à des kilomètres de là, un homme nommé Eric menait une existence simple. Chasseur, célibataire, sans enfant, il gagnait sa vie en parcourant la forêt. Une nuit, sous une clairière baignée par la lune, il s'aventura dans une zone où les chimpanzés se rassemblaient souvent. Fusil en main, il visa un groupe d'ombres mouvantes. Mais quelque chose l'arrêta net. Parmi les chimpanzés, une femelle portait un bébé humain sur son dos. Eric baissa son arme, stupéfait. « Un enfant humain ?» murmura-t-il, incapable de tirer. Troublé, il rentra bredouille, l'image gravée dans son esprit. Le lendemain, il se confia à son ami Samba, un autre chasseur. « Hier, j'ai vu quelque chose d'étrange. Une femelle chimpanzé avec un bébé humain. Je n'ai pas pu chasser. » Samba fronça les sourcils. « Ça, c'est clair. Un homme a dû aller avec un chimpanzé. Peut-être un fumeur, tu sais, ceux qui prennent des trucs bizarres et font des choses folles. » Eric le regarda perplexe. « Sérieusement? Un homme avec un chimpanzé? C'est impossible. » Mais Samba insista, mi-sérieux, mi-amusé. « Un bébé humain, ça ne tombe pas du ciel. » Eric éclata de rire, secouant la tête. « Toi, t'es pas sérieux. »
Il savait qu'il ne trouverait pas de réponse avec lui. Il alla donc consulter un vieux chasseur du quartier, Moussa, respecté pour sa sagesse. Après avoir écouté son récit, Moussa resta un moment silencieux, puis déclara « Ce que tu décris, ça arrivait autrefois. Des femmes parfois enceintes et ne voulant pas de l'enfant essayaient d'avorter. Quand ça échouait, certaines l'abandonnaient dans la forêt. Les chimpanzés, curieux, les prenaient. Certains enfants, à force de vivre avec eux, devenaient comme des animaux, irrécupérables. » Eric hocha la tête, songeur. « Ça semble cohérent, mais que dois-je faire ?» Moussa le regarda dans les yeux. « Tu comptes faire quoi? Moi, je veux récupérer l'enfant. Il me fait pitié, il est encore bébé. » Le vieil homme lui donna un plan. « Achète un régime de bananes pas encore mûres. Pose-le là où tu les as vues. Chaque soir, cache-toi avec ton fusil et surveille. Les chimpanzés tourneront autour jusqu'à ce que les fruits mûrissent. Quand ils viendront, attends que la femelle pose l'enfant pour manger. Tire en l'air, fais peur au groupe. Ils s'enfuiront. Prends l'enfant et cours. S'ils te voient, ils peuvent te tuer. L'enfant est comme l'un des leurs. Sois prudent. » Eric acquiesça, le remercia, puis prépara son piège. Il acheta le régime de bananes, le déposa dans la forêt et chaque soir se posta à distance. Quelques jours plus tard, les fruits mûrirent. Une nuit, les chimpanzés revinrent. L'enfant était toujours sur le dos de la femelle. Eric observa en silence. Une autre nuit, il le vit à terre. L'enfant marchait à quatre pattes se nourrissant de fruits avec les chimpanzés. Après des mois passés parmi eux, il s'était adapté. Eric attendit. Puis d'un coup, il tira en l'air. Une panique générale éclata. Les singes s'égaillèrent dans tous les sens. Eric bondit, saisit l'enfant. Il aperçut deux bébés chimpanzés abandonnés dans la fuite, les mit dans un sac, serra le garçon contre lui et s'éloigna. Une fois rentré chez lui, il alla immédiatement voir Moussa. « J'ai suivi tes conseils. J'ai récupéré l'enfant. » Moussa observa le garçon avec étonnement. « Un beau garçon. Comment une femme peut-elle abandonner ça ?» Mais un bruit s'échappa du sac. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-il. Eric ouvrit le sac. « Les chimpanzés ont laissé deux petits, un mâle et une femelle. Je les ai pris. » Moussa éclata de rire. « T'as de la chance. Ces bêtes-là valent cher. Les étrangers les achètent. Félicitations. » Eric le remercia, puis rentra. Seul avec l'enfant et les deux petits singes, il se mit à réfléchir. « Comment nourrir tout ça? Je chasse. Je cultive un peu, mais je ne suis pas marié. » Il décida d'appeler sa mère et sa sœur au village. Lorsqu'elles arrivèrent, il leur expliqua tout. Sa sœur s'exclama, abasourdie. « Quelle histoire !» Puis elle ajouta. « Pendant les troubles, des fuyards sont venus au village. J'ai entendu dire qu'une femme avait jeté son enfant dans la forêt. Ça pourrait être lui. Où l'as-tu trouvé ?» Eric haussa les épaules. « Dans la forêt. Mais les chimpanzés se déplacent. Ça pourrait venir de loin. » Sa sœur proposa. « Avant de trop t'attacher, il faudrait vérifier s'il appartient à quelqu'un. On pourrait tout perdre si les parents le réclament. » Eric acquiesça. Ils retournèrent voir Moussa. « Ma mère et ma sœur disent qu'il y avait des rumeurs d'une femme qui aurait jeté un bébé pendant les troubles. Que faire ?» Le vieux chasseur réfléchit. « Pour être sûr, va à la police. Explique-leur tout. Ils enquêteront. Mais insiste pour qu'ils ne le placent pas à l'orphelinat. Dis que tu veux le garder si personne ne le réclame. » Le lendemain, Eric se rendit au commissariat avec l'enfant et raconta toute l'histoire. Les officiers notèrent ses propos. « On va enquêter en ville. Si on trouve quelque chose, on vous contactera. » Les agents se dispersèrent. Partout, ils posèrent les mêmes questions. « Avez-vous entendu parler d'un enfant disparu? D'un bébé abandonné? D'une femme enceinte dont l'enfant n'est jamais apparu ?» Un agent tomba sur une femme. « Pendant la fuite, j'ai vu une femme détacher son pagne et laisser tomber un bébé. Je ne sais pas où elle vit, mais c'était dans la forêt. » L'agent prit ses coordonnées. Un autre, plus loin, près de la maison d'Amadou et Adjoa, entendit dire « Dans ce quartier, une fille, Eva, a perdu son enfant. Elle a dit que les rebelles l'ont pris après lui avoir demandé de l'argent. » Il se rendit chez eux et interrogea Adjoa. « Votre fille courait dans la forêt? Des rebelles l'ont attrapée, lui ont demandé de l'argent, puis ont pris son enfant ?» Adjoa hocha la tête. « Oui, c'est ce qu'elle a raconté. Pourquoi posez-vous ces questions ?» Le policier répondit calmement. « Les rebelles ne kidnappent pas d'enfants. On essaye simplement de vérifier les témoignages. » Puis il partit. Au commissariat, les officiers rassemblèrent les témoignages. Certains affirmaient avoir vu une femme abandonner un bébé dans la forêt, tandis que la famille d'Eva prétendait que des rebelles l'avaient enlevé. Pour élucider cette contradiction, ils décidèrent de convoquer tout le monde au poste. Quelques jours plus tard, deux agents se rendirent chez Amadou et Adjoa, le visage tendu. « Nous avons des témoignages contradictoires. Une femme et un homme disent avoir vu une jeune femme détacher son pagne et laisser tomber un bébé dans la forêt. Votre fille prétend que les rebelles l'ont pris. Elle doit venir au poste. »
Amadou leva les mains, nerveux. Allez la chercher en ville. Si son mari apprend tout ça, son mariage est fini. Il finance les études de Kelly, il soutient toute la famille. Les agents insistèrent. On ne cherche pas à ruiner votre famille, mais c'est à vous d'aller la chercher. Amadou, résigné, prit un taxi pour le centre-ville. Miguel était heureusement en mission. Amadou retrouva Eva dans leur villa. Eva, la police t'attend au poste. Ils disent que des gens t'ont vu abandonner l'enfant. Ils veulent t'entendre. Eva bondit. Papa, pourquoi vous avez parlé de ça? Je suis tranquille ici, et vous venez tout gâcher? Amadou soupira. Ce n'est pas nous. Ils ont mené leur enquête. Viens, sinon ils viendront eux-mêmes. À contre-cœur, Eva prit le volant et reconduisit son père jusqu'au commissariat. Les officiers les attendaient. Madame, vous avez déclaré que des rebelles ont pris votre enfant, qu'ils ont exigé de l'argent et qu'ils l'ont emmené faute de paiement. Racontez les faits. Le regard d'Eva évita le leur. J'étais en fuite dans la forêt. Ils m'ont arrêté, demandé de l'argent. Je n'avais rien, alors ils ont pris Sefu. L'un des agents secoua la tête. Nous avons 2 témoins qui affirment vous avoir vu détacher votre pagne et laisser tomber le bébé. Il n'a pas été volé. Vous l'avez abandonné. Eva blêmit. Non, c'est faux. Ils m'ont pris mon fils. Ils firent entrer une jeune femme, une fuyarde. Vous avez affirmé avoir vu une femme abandonner son enfant. Est-ce elle? La femme observa Eva longuement, puis hocha la tête. Oui, je l'ai vue détacher son pagne. L'enfant est tombé, elle a continué à courir. Je n'oublierai jamais. Eva s'écria nerveuse. C'est pas moi. Vous mentez. La femme insista. Nous étions plusieurs. Un homme de mon quartier l'a vu aussi. Il est là, dehors. On le fit entrer. L'homme scruta Eva, sûr de lui et elle. Elle a laissé l'enfant sur le sol. Eva trembla, recula d'un pas. Vous êtes tous contre moi. L'un des policiers perdit patience. Si tu ne dis pas la vérité, on va employer la manière forte. Devant la menace, Eva éclata en sanglots. D'accord, d'accord. Ne me touchez pas. Elle baissa les yeux. J'avais un fiancé, Miguel. Il m'avait promis le mariage, mais il est parti pour 6 mois. Avec les troubles, il a mis plus de temps à revenir. J'ai cru qu'il m'avait laissé. Alors j'ai revu un autre homme. Je suis tombée enceinte. Quand Miguel est revenu, j'ai paniqué. Il voulait m'épouser, m'offrir une vie nouvelle, et pendant la fuite dans la forêt, j'ai détaché le pagne. J'ai laissé Sefu. Silence dans la salle. Adjoa en larmes cria « Comment as-tu pu abandonner ton propre fils ?» Amadou resta figé, la voix dure. « Tu l'as jeté comme un chiffon. » Les policiers échangèrent un regard. L'un d'eux déclara « Abandonner un nourrisson, c'est grave. Il est probablement mort. Tu iras en prison. » Eva tomba à genoux. « Non, non, pitié. » Adjoa intervint. « S'il vous plaît, elle a fauté, oui, mais son mari nous aide. Il finance Kelly. Si elle est emprisonnée, c'est toute la famille qui s'effondre. » Un autre officier s'avança. Un homme nommé Eric a trouvé un bébé ce jour-là. Il pense que c'est Sefu. On doit vérifier. On fit entrer Eric, l'enfant dans les bras. Amadou et Adjoa s'approchèrent avec émotion. « C'est lui. C'est Sefu, » dit Adjoa. L'officier se tourna vers Eva. « Vous reconnaissez votre fils ?» Elle secoua la tête, glaciale. « Non, ce n'est pas mon enfant. » Ses parents insistèrent. « Eva, regarde bien. » Mais Eva refusa. « Ce n'est pas lui. Celui que j'avais jeté, ce n'est pas celui-là. » L'officier pinça les lèvres. « On va attendre sa sœur. Elle confirmera. » Peu après, Kelly arriva en courant, alertée par les voisins et ses petits frères. Les agents la prirent à part. « Tu es la sœur d'Eva? Tu connais cet enfant ?» Kelly n'hésita pas. « Oui, c'est Sefu, le fils de ma sœur. Où l'avez-vous retrouvé ?» L'agent revint vers Eva. « Ta sœur l'a reconnu. Tes parents aussi. Tu continues de mentir, tu vas en prison. » Eva pleura, abattue. « Non, ne faites pas ça. » Ses parents s'interposèrent. « On paiera la caution, même si on doit tout sacrifier. » Le policier annonça calmement. 2 millions pour la libérer. 2 millions pour Eric. 4 millions en tout. Les négociations furent vaines. La police resta ferme. Amadou et Adjoa acceptèrent de payer pour Eva. Mais Eva refusa de verser 1 centime pour l'enfant. « Je ne paierai pas 2 millions pour un enfant qui n'est pas le mien. » Ses parents la supplièrent. Elle resta de marbre. Kelly demanda à parler à Eric, en privé. « Merci pour ce que vous avez fait. » Eva nie, mais c'est son fils. Vous demandez une compensation. Mais cet enfant, un jour, saura. Il vous verra comme un père. Nous n'avons pas cet argent. Mais vous ne pouvez pas le garder seul. Il a une famille. Je suis sa tante. Ma mère est brisée. Son père biologique existe. On peut l'élever ensemble. Vous comme un père d'adoption. Moi comme sa tante. Et son vrai père contribuera. Eric discuta avec sa mère et sa sœur. Touchées, elles approuvèrent. Bakary, le père biologique, fut contacté. Il accepta d'aider. La police trancha. L'enfant serait élevé en collaboration. Pour Eva, ses parents plaidèrent encore. Si elle va en prison,
elle perdra tout. La police accepta les 2 millions. Eva fut relâchée. Elle rentra en ville, toujours dans le déni. Kelly ramena Sefu chez leurs parents. Eric et Bakary l'aidaient. Quand Eric partait en brousse, ses chimpanzés restaient chez Adjoa. Ils jouaient avec les enfants. Et Sefu grandissait, entouré, aimé, malgré tout. Les mois passèrent, et une routine s'installa dans la vie de Sefu et de sa famille élargie. Eric poursuivait son quotidien de chasseur, vivant modeste dans son quartier périphérique de la ville. Kelly, de son côté, prenait soin de Sefu, désormais considéré comme son fils, afin d'éviter qu'il ne grandisse en posant des questions sur sa mère biologique. Eric était vu comme son père, tandis que Bakary, le père biologique, acceptait d'être perçu comme un oncle, par respect pour son propre foyer. Sefu vivait chez Adjoa et Amadou, dans leur maison du quartier périphérique, où Eric venait souvent rendre visite. Parfois, Kelly emmenait Sefu chez Eric pour passer du temps avec lui, et Eric, à son tour, se rendait régulièrement chez Adjoa, laissant souvent ses 2 chimpanzés apprivoisés qu'il avait gardés depuis leur sauvetage dans la forêt. Ces chimpanzés, un mâle nommé Raoul et une femelle nommée Rain, grandissaient aux côtés de Sefu et des 3 frères de Kelly, Sandro, Thomas et Bento. Étonnamment, leur proximité avec les humains les rendait presque humains dans leur comportement. Ils observaient attentivement les gestes des adultes, Adjoa berçant Sefu, Kelly le nourrissant ou le lavant. Lorsqu'ils voyaient Sefu pleurer, ils imitaient les gestes apaisants, essayant parfois de le bercer eux-mêmes. Quand les enfants jouaient au ballon, Raoul et Rain se joignaient à eux, attrapant la balle avec une agilité surprenante, au grand amusement des voisins. Leur intelligence croissante fascinait tout le monde. Un jour, Eva, qui vivait au centre-ville avec Miguel, revint voir ses parents. Malgré son refus d'accepter Sefu pour protéger son mariage, elle avait fini par réfléchir à son geste. Hésitante, elle s'adressa à sa famille, la voix tremblante. « Je sais que j'ai fait une erreur. J'avais peur pour Miguel, pour notre vie. Je vous demande pardon. » Adjoa, Amadou et Kelly, bien que blessés, choisirent de lui pardonner. « Tu es notre fille, notre sœur, » dit Adjoa, les larmes aux yeux. « On ne peut pas t'abandonner. » Kelly, ému, hocha la tête en signe d'accord. Eva promit de revenir plus souvent, espérant reconstruire les liens. Mais un mystère troublait ses visites. Sefu, âgé d'à peine 8 mois, réagissait étrangement face à Eva. Chaque fois qu'elle essayait de le prendre dans ses bras, il se mettait à hurler, les yeux écarquillés, comme terrifié. Ses cris étaient si déchirants que tout le monde s'arrêtait, perplexe. « Il est si petit », murmurait Eva, troublée. « Comment pourrait-il savoir quoi que ce soit? Personne n'a pu lui raconter ce que j'ai fait. » Adjoa, confuse, ajoutait « Même nous, on peut le porter sans problème. Eric, Kelly, Bakary, pourquoi seulement toi ?» Personne ne comprenait. Sefu, encore nourrisson, semblait pourtant rejeter Eva instinctivement. Elle, blessée, mais toujours réticente à reconnaître l'enfant, s'éloignait à chaque crise, le cœur lourd. La vie continuait néanmoins. Eric, quand il partait chasser, confiait Raoul et Rain à la maison d'Adjoa, où il restait avec Sefu et les 3 garçons. Les chimpanzés, intégrés à la famille, jouaient avec les enfants, partageant leurs jeux comme des camarades. Leur présence apportait une joie inattendue dans le foyer. Un jour, Miguel, le mari d'Eva, rendit visite à la famille d'Adjoa. Les chimpanzés étaient là, jouant dans la cour. Miguel s'arrêta, émerveillé. « Ces chimpanzés sont incroyables. À qui sont-ils » demanda-t-il, les yeux brillants. Adjoa, prudente, répondit « Ils appartiennent à Eric, le père de Sefu. » Miguel haussa les sourcils. « Sefu? Le fils de Kelly, c'est ça? En tout cas, ces animaux sont uniques. Est-ce que je pourrais les emprunter un jour pour qu'ils passent le week-end chez nous ?» Adjoa hésita. « Ce n'est pas à nous. Il faudra demander à Eric. » Miguel acquiesça. « Pas de souci. Dites-lui que je suis intéressé. » Quelques jours plus tard, Eric passa chez Adjoa. Kelly lui transmit la requête de Miguel. Eric, surpris, réfléchit. « Chez Eva, elle qui a rejeté Sefu, est-ce qu'elle verra ses chimpanzés d'un bon œil ?» Adjoa le rassura. « Miguel les adore. Eva ne fera rien. On peut essayer de le convaincre. » Eric, après réflexion, accepta. S'il veut les prendre pour un week-end, pourquoi pas? Ainsi, Miguel commença à venir certains week-ends chercher Raoul et Rain pour les emmener au centre-ville. Il passait des heures à jouer avec eux, fasciné par leur comportement presque humain. Le temps passa et Sefu atteignit l'âge d'aller à l'école. Eric, Kelly et Bakary se réunirent pour discuter. « Il est intelligent, » dit Kelly. « Il faut qu'il commence l'école. » Ils l'inscrivirent dans une école locale, où Sefu se montra brillant, apprenant rapidement. Raoul et Rain, eux, continuaient de grandir, toujours plus impressionnants. Ils jouaient au football avec les enfants, exécutaient des gestes simples sur commande, et leur présence devenait une attraction dans le quartier. Un jour, Eva annonça une nouvelle. Elle était enceinte.
Miguel, ravi, décida que leur enfant naîtrait au Portugal, où il pourrait obtenir la nationalité portugaise. Avant le voyage, Miguel proposa à Eric « Tes chimpanzés me fascinent depuis longtemps. Ils sont déjà si intelligents. J'aimerais les emmener au Portugal. Là-bas, je peux les inscrire dans un parc de dressage pour 6 mois. Ils deviendront encore plus malins et ça leur donnera de la valeur si tu veux les vendre un jour. » Eric hésita. « C'est une bonne idée, mais je n'ai pas les moyens pour les billets ou la formation. » Miguel balaya l'objection. « Ne t'inquiète pas, c'est la famille. Tu es le mari de Kelly, le père de Sefu. Je m'occupe de tout. » Eva, en apprenant la proposition, s'opposa farouchement. « Pourquoi dépenser pour ces bêtes? On peut utiliser l'argent ailleurs. »« Je ne suis pas d'accord. » Miguel s'imposa. « Ce sont des animaux de ta famille. Je veux les aider. Ils gagneront en valeur. » Eva céda à contre-cœur. Miguel, Eva et les 2 chimpanzés voyagèrent au Portugal. Là-bas, Miguel inscrivit Raoul et Reine dans un centre de dressage spécialisé. Pendant ce temps, Eva, enceinte, resta à la maison familiale de Miguel. Les chimpanzés progressèrent rapidement, apprenant des commandes, des signes, devenant encore plus intelligents grâce à leur passé avec les humains. Malgré cela, Eva les détestait toujours. Un jour, après avoir mis au monde une fille, elle allaitait l'enfant quand elle pleura. Fatiguée, elle la laissa un moment. Les chimpanzés, observant depuis le début, s'approchèrent. Raoul prit doucement le bébé, l'imitant, le berçant comme Eva le faisait. Eva revint et trouva la scène. Choquée, elle comprit leur utilité. « Finalement, ces bêtes peuvent m'aider », murmura-t-elle, paresseuse de nature. À partir de ce jour, elle commença à les tolérer, les laissant même bercer l'enfant quand elle avait besoin de repos. Après 4 mois, Miguel décida de rentrer en Afrique avec Eva et le bébé. Les chimpanzés restèrent au Portugal pour finir leurs 6 mois de formation, confiés à la famille de Miguel. De retour en Afrique, ils informèrent la famille. Les chimpanzés terminent leur dressage. Quand ce sera fini, je repartirai les chercher. Eric acquiesça, pas de souci. 6 mois plus tard, Miguel revint au Portugal et ramena Raoul et Reine. Tout le monde fut étonné. Il répondait aux commandes verbales et aux signes, exécutant des tâches simples avec une précision impressionnante. Désormais, il passait plus de temps avec Sefu et les garçons, jouant au football, aidant même aux petites tâches, comme s'il faisait partie intégrante de la famille. Leur retour apporta une nouvelle harmonie, reliant tout le monde dans cette vie inattendue. Les mois s'écoulèrent et la famille semblait avoir trouvé une harmonie fragile. Eva, désormais plus proche de ses parents, Adjoa et Amadou, venait souvent leur rendre visite dans leur maison du quartier périphérique. Elle apportait des cadeaux pour Sefu, qu'elle considérait officiellement comme son neveu, ainsi que pour ses 3 petits frères, Sandro, Thomas et Bento. Ces gestes tendres masquaient cependant une peur croissante, les murmures du quartier sur son passé. Sefu, brillant à l'école, impressionnait tout le monde, y compris Miguel, le mari d'Eva, qui s'était pris d'affection pour lui, le voyant comme le fils de Kelly et Eric. Eva, de son côté, tomba enceinte une 2e fois et donna naissance à une autre fille. Miguel, qui espérait un garçon, accueillit la nouvelle avec amour mais une pointe de déception. Il espérait toujours un héritier mâle. Malgré cela, la vie continuait. Eva rendait visite à sa famille plus souvent et sa relation avec Sefu semblait s'améliorer, jusqu'à un jour troublant. Lors d'une de ses visites, alors qu'elle offrait un cadeau à Sefu pour son bon travail à l'école, le garçon, émerveillé par le présent, la regarda soudain avec sérieux. « Tata Eva, dit-il, une tante m'a dit que tu n'es pas ma tante, mais ma vraie maman. Elle a dit que tu m'as mis au monde et que tu m'as jeté dans la forêt pour pouvoir te marier avec Miguel. C'est pour ça que Kelly est ma tante, pas ma maman. C'est vrai ?» Eva sursauta, le cœur battant. « Qui t'a raconté des choses comme ça ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Une tante du quartier, » répondit Sefu. « Et un tonton aussi m'a dit la même chose. » Eva, paniquée, nia catégoriquement. « Non, ce n'est pas vrai. Ce sont des jaloux, des menteurs. Je suis ta tante. Ta vraie maman, c'est Kelly. Si j'étais ta maman, tu vivrais avec moi, non? Tu vis avec Kelly, donc elle est ta maman. Ne les écoute pas. » Elle réussit à convaincre Sefu ce jour-là, mais une autre fois, il revint à la charge, mentionnant un autre tonton qui avait répété la même histoire. Eva, de nouveau, nia avec force, insistant « Ce sont des mensonges. Ta maman, c'est Kelly. » Mais au fond d'elle, une angoisse grandissait. Elle se demandait si ses efforts pour se rapprocher de Sefu, les cadeaux, les attentions, n'étaient pas vains. « S'il apprend la vérité, pensait-elle, il me haïra. Tout ce que je fais pour lui sera oublié. » Le temps passa, et Eva tomba enceinte une 3e fois. À sa grande déception et celle de Miguel, elle mit au monde une 3e fille. Cette nouvelle accentua son sentiment d'échec.
Miguel, bien qu'aimante avec ses filles, ne cachait pas son désir d'avoir un garçon. Eva, en observant Sefu, intelligent, vif et aimé de tous, y compris de Miguel, commença à ressentir une jalousie sourde. Ce garçon qu'elle avait abandonné représentait tout ce que Miguel désirait. Pire encore, les rumeurs persistantes dans le quartier risquaient d'atteindre les oreilles de son mari, mettant en péril son mariage et son confort. Cette peur se mua lentement en une haine secrète envers Sefu. Elle le voyait désormais comme une menace, un danger pour sa vie stable, avec ses cuisiniers et ses ménagères, où elle n'avait pas à travailler. Déterminée à éliminer ce risque, Eva prit une décision terrible. Un jour, elle s'approcha du cuisinier de leur maison au centre-ville, un homme habitué à rendre visite à la famille d'Adjoa pour récupérer les chimpanzés, Raoul et Reine, que Miguel adorait. En aparté, elle lui parla à voix basse. « J'ai une mission pour toi. Si tu l'acceptes, je te donnerai beaucoup d'argent. » Le cuisinier, intrigué mais prudent, répondit « Dites-moi, madame, qu'est-ce que je dois faire ?» Eva, le regard fuyant, lâcha « Tu connais Sefu, l'enfant de ma sœur. Je veux que tu l'empoisonnes. » Le cuisinier, choqué, ouvrit grand les yeux. « Mais madame, c'est votre neveu. Pourquoi voulez-vous faire ça ?» Eva resta vague. « Cet enfant met mon mariage en danger. Je ne peux pas t'expliquer, mais si tu fais ça, tu seras bien payé. Comme tu vas souvent chez mes parents avec des bananes pour les chimpanzés, fais semblant. Quand Sefu est à l'école, entre dans la maison. Personne ne saura que c'est toi. » Le cuisinier, d'abord indigné, hésita face à la somme proposée. Finalement, tenté par l'argent, il céda à contre-cœur. Eva lui remit le poison et l'argent. Le lendemain, le cuisinier arriva chez Adjoa avec un régime de bananes, comme à son habitude. Dans la cour, seule Reine, la femelle chimpanzé, était présente. Raoul jouait dans la rue avec les enfants du quartier. Kelly, occupée à écrire dans une autre pièce, ne remarqua rien. Profitant de l'absence de témoins, le cuisinier entra discrètement dans la maison. Il y resta quelques minutes. Lorsqu'il ressortit, il alla directement vers la cage de Reine et lui donna quelques bananes. Elle, affamée, commença à manger avec gourmandise. Peu après, Raoul rentra, vit les fruits et en prit une à son tour. Quelques instants plus tard, Reine s'effondra, respirant avec difficulté, la salive coulant de sa bouche. Raoul, sentant que quelque chose n'allait pas, courut vers la pièce où se trouvait Kelly. Il mimait des signes frénétiques, expliquant que Reine n'allait pas bien. Des larmes coulaient sur son visage. Kelly comprit immédiatement. Elle sortit en courant, suivant Raoul jusqu'à la cage. Reine gisait au sol, à l'agonie, la salive dégoulinant. Kelly paniqua, criant à l'aide. Les voisins accoururent. Elle envoya quelqu'un chercher Eric. Juste après, Raoul s'écroula à son tour. Les bananes étaient la cause évidente. Quand Eric arriva, il fut choqué. « Qu'est-ce qui se passe? Qui a fait ça ?» hurla-t-il. « Mes chimpanzés, j'ai tant dépensé pour eux depuis qu'ils étaient petits. Si quelqu'un leur a fait du mal, il paiera. » Les chimpanzés étaient à l'agonie. On trouva un véhicule pour les transporter. Eric et Kelly les emmenèrent au centre-ville, chez Miguel. Ils entrèrent en catastrophe. Miguel, présent, s'exclama « Qu'est-ce qui se passe ?» Eric, paniqué, répondit « Aide-nous, les chimpanzés sont à l'agonie. On ne sait pas s'ils ont mangé quelque chose de mauvais. » Miguel, choqué, prit son véhicule. Il chargea les chimpanzés et partit avec Eric et Kelly vers l'hôpital vétérinaire. Là-bas, Miguel implora le vétérinaire. « Regardez-les, monsieur. Ils ont mangé quelque chose de pas bien. Faites ce que vous pouvez. Je paie tout. Sauvez-les. » Les vétérinaires examinèrent les chimpanzés et confirmèrent qu'ils ont été empoisonnés. Le poison était dans les bananes. Tous furent stupéfaits. « Qui a pu faire ça ?» se demanda Miguel. Peut-être des jaloux du quartier. Ils se focalisèrent sur les soins. Les vétérinaires opérèrent et traitèrent les animaux. Ce même jour, Sefu rentra de l'école. Apprenant pour les chimpanzés, il fut choqué et pleura, les considérant comme des frères. Puis, il prit sa nourriture et mangea sans incident. Les jours passèrent. Les chimpanzés, toujours hospitalisés, récupérèrent petit à petit. Eric et Bakary, le père biologique de Sefu, cogitèrent. « Qui a pu empoisonner les chimpanzés ?» se demanda Eric. « C'est dangereux. Il y a quelqu'un avec de mauvaises intentions dans les parages. » Bakary proposa. « Je connais un magicien pas loin. Il a un circuit magique. Avec ses pratiques, il peut localiser le coupable. Mais il demande 800 $. Eric répondit « On se battra pour l'argent. On doit découvrir qui a fait ça à mes chimpanzés. » Ils planifièrent de consulter le magicien pour trouver des réponses. La quête de justice pour l'empoisonnement des chimpanzés mena Eric et Bakary, le père biologique de Sefu, à prendre une décision radicale. Déterminés à démasquer le coupable, ils convinrent de consulter un magicien réputé dans un quartier voisin. Ils rassemblèrent leurs ressources et se rendirent chez lui, la colère et l'inquiétude les animant.
Arrivés dans une petite maison sombre, ils expliquèrent la situation aux magiciens. L'empoisonnement des chimpanzés, Raoul et Rain, la gravité de l'incident et leur besoin urgent de trouver le responsable. Le magicien, un homme au regard perçant, les écouta attentivement avant de répondre. « Pour faire ce rituel, j'ai besoin de votre argent, 800 $. Cet argent sera placé dans un cercueil avec les noms des victimes. C'est comme ça que je travaille. Mais dans votre cas, c'est compliqué. Ce sont des animaux, pas des humains. Je n'ai jamais fait ça pour des bêtes et je ne sais pas si ça marchera. Je ne veux pas prendre votre argent pour rien. » Eric, déterminé, intervint. « Ce sont des animaux, c'est vrai, mais on leur a donné des noms. Le mâle s'appelle Raoul et la femelle Reine. Tout le monde les connaît ainsi. » Le magicien hocha la tête, une lueur dans les yeux. « Des noms? Ça change tout. S'ils sont identifiés, le rituel peut fonctionner. Trouvez l'argent et on lancera l'opération. » De retour chez Adjoa, Eric et Bakary partagèrent leur plan avec la famille. Adjoa et Amadou, bouleversés par l'empoisonnement, donnèrent leur accord. Eric parvint à rassembler une partie de la somme, Bakary contribua également, et Adjoa et Amadou complétèrent avec leurs maigres économies. Kelly, qui avait commencé un petit travail, ajouta le reste. Ensemble, ils réunirent les 800 $. Ils retournèrent chez le magicien avec la somme. « On a l'argent, » annonça Eric. « Faites l'opération. » Le magicien expliqua. « Pour ce rituel, j'ai besoin de jeunes forts pour porter le cercueil. Ce cercueil guidera leurs pas vers le coupable. Ils devront être endurants, car le coupable pourrait être loin, à 4 kilomètres ou plus. Ils porteront le cercueil, mais c'est lui qui choisira la direction. » Eric et Bakary comprirent et allèrent mobiliser des jeunes du quartier. En expliquant l'empoisonnement de Raoul et Reine, ils suscitèrent l'émotion. Les chimpanzés étaient aimés, jouant souvent au football avec les enfants du quartier. Plusieurs jeunes se portèrent volontaires, indignés. « Si c'est pour trouver celui qui a voulu tuer Raoul et Reine, on marchera 10 000 kilomètres s'il le faut, » déclara l'un d'eux. Le jour du rituel arriva. Une foule de jeunes accompagna Eric, Bakary et les volontaires chez le magicien. Celui-ci commença ses préparatifs. Il plaça les 800 $ dans un petit cercueil en bois, y glissa des papiers avec les noms de Raoul et Reine et disposa des gris-gris autour. Puis, dans un silence lourd, il prononça des incantations mystiques, sa voix résonnant dans la pièce enfumée d'encens. Enfin, il s'adressa au cercueil. « Esprit du cercueil, trouve celui qui a empoisonné Raoul et Reine. Conduis-nous à lui qu'il paye pour son crime. Révèle le coupable ou qu'il se cache. » Il fit signe aux jeunes de soulever le cercueil. Dès qu'ils le portèrent, il sembla s'animer, tirant les porteurs dans une direction précise. La foule intriguée suivit, murmurant que le cercueil allait révéler le coupable. La procession traversa le quartier, attirant l'attention des habitants. Les jeunes expliquaient « C'est pour Raoul et Reine. Le cercueil va nous mener à celui qui les a empoisonnés. » La nouvelle se répandit et la foule grossit, animée par la curiosité et la colère. Le cercueil les guida dans un autre quartier périphérique. Il s'arrêta devant une maison modeste. Les jeunes entrèrent dans la parcelle, le cercueil toujours en tête. Dans une chambre, ils trouvèrent le cuisinier de Miguel et Eva endormis. Soudain, le cercueil, malgré les efforts des porteurs pour le retenir, se projeta violemment contre lui, le frappant au front à 2 reprises. Le cuisinier s'effondra, criant de douleur. La foule s'enflamma. « C'est lui qui a empoisonné Raoul et Reine. » Les jeunes voulurent le frapper, mais Eric intervint. « Non, arrêtez. On le remet à la police. C'est à l'État de gérer ça. » À la surprise générale, le cercueil bougea de nouveau. Le magicien, observant la scène, s'exclama « Attendez !» Il n'était pas seul. Il y a un autre coupable. La procession reprit, guidée par le cercueil qui les mena vers le centre-ville. La foule, de plus en plus nombreuse, suivit jusqu'au portail de la maison de Miguel et Eva. Le vigile tenta de s'opposer. « Vous ne pouvez pas entrer. » Mais face à la foule menaçante, il céda et ouvrit. Le cercueil entra dans la parcelle, se dirigeant vers l'arrière de la maison, où se trouvait une piscine. Eva était dans l'eau, tandis que Miguel en maillot se tenait au bord, discutant avec elle. En voyant la foule et le cercueil, Miguel paniqua. « Qu'est-ce qui se passe ?» Le cercueil, porté par les jeunes, se dirigea vers la piscine et percuta Eva au front à 2 reprises. Elle hurla de douleur, blessée. Miguel, horrifié, s'écria « Arrêtez, pourquoi attaquez-vous ma femme ?» La foule, excitée, murmura « C'est elle la coupable ?» Miguel, encore sous le choc, repéra Eric dans la foule. « Eric, qu'est-ce qui se passe ?» Eric, essoufflé, expliqua. « Désolé, Miguel. Nous avons consulté un magicien pour trouver qui a empoisonné Raoul et Reine. Le cercueil nous a conduit d'abord au cuisinier, puis ici, à Eva. » Le magicien s'avança et fit un résumé à Miguel.
Ces hommes sont venus me voir pour localiser les coupables. Le rituel a guidé le cercueil vers votre cuisinier, puis vers votre femme. Ils sont responsables de l'empoisonnement. » Miguel, abasourdi, se tourna vers Eva. « Explique-toi, pourquoi ?» Eva, tremblante et blessée, murmura « C'est le cuisinier. Demande-lui. » Eric, anticipant le chaos, avait appelé la police. Les officiers arrivèrent, calmant la foule. Ils interrogèrent le cuisinier, le menaçant de coups. Le cuisinier craqua rapidement. « C'est Eva qui m'a envoyé. Elle m'a payé pour empoisonner Sefu, pas les chimpanzés. J'ai pas pu tuer un enfant si brillant. Ça m'a brisé le cœur. Alors, j'ai mis le poison dans les bananes pour faire quelque chose, vu qu'elle m'avait payé. Je pensais que ça suffirait à satisfaire son besoin de nuire à la famille. » Bakary, furieux, cria « Pourquoi Sefu? Pour quelle raison ?» Miguel, confus, observa Bakary. « Pourquoi réagis-tu si fort? Ce n'est pas ton fils, c'est celui d'Eric et Kelly. » La foule, connaissant l'histoire, s'enflamma. Une femme cria « Eva est une sorcière. Sefu n'est pas son neveu, c'est son fils. Elle l'a jeté dans la forêt pour épouser Miguel. Elle a menti, disant que les rebelles l'avaient pris. » Un officier hocha la tête, se souvenant de l'affaire passée après un rappel d'un témoin dans la foule. « Oui, c'est elle. Elle a renié son propre fils devant nous. » Miguel, bouche bée, fixa Eva. « C'est vrai, Sefu est ton fils? Tu l'as abandonné? Et tu as essayé de l'empoisonner ?» La foule hurla, réclamant justice. Eva, acculée, pleura, incapable de nier davantage. La police l'arrêta, ainsi que le cuisinier, tandis que Miguel, dévasté, réalisa l'ampleur des mensonges qui avaient façonné son mariage. La vérité, enfin révélée, brisa l'illusion d'harmonie, laissant la famille face à un avenir incertain. La police, après avoir interrogé Eva et le cuisinier, conclut à leur culpabilité. Les preuves étaient accablantes. Le cuisinier avait avoué et le rituel du cercueil avait désigné Eva comme l'instigatrice. Les deux furent arrêtés et envoyés en prison. Miguel, encore sous le choc, murmura, la voix brisée. « Ça me dépasse. Je n'aurais jamais imaginé qu'Eva soit capable d'une telle atrocité. Je n'ai rien à ajouter. Qu'on les enferme. » Bouleversé, Miguel se rendit chez Adjoa et Amadou dans leur maison du quartier périphérique. Il trouva la famille réunie. Adjoa, Amadou, Kelly et Sefu qui jouaient dans un coin. Il s'assit, le visage fermé, et lance « Franchement, vous me décevez. Vous m'avez menti pendant des années. Eva avait un enfant, et vous me l'avez caché. » Adjoa, en larmes, tenta de s'expliquer. « Quand tu es parti, Miguel, je lui disais d'attendre, que tu reviendrais. Mais elle n'écoutait pas. Elle disait que l'argent que tu lui avais laissé était fini, qu'elle ne pouvait pas attendre. Elle était habituée à vivre librement. Quand elle est tombée enceinte, on ignorait que tu reviendrais. Elle a décidé de cacher Sefu pour protéger sa chance avec toi. On ne pouvait pas s'opposer. C'était sa vie. Mets-toi à notre place. » Miguel s'emporta. « À votre place, j'ai payé une dot, donné tout ce que vous avez demandé. Vous saviez que c'était un mensonge. Vous m'avez caché qu'elle avait un enfant. Et maintenant, j'ai 3 filles avec une femme capable de tuer son propre fils. Si elle peut faire ça, elle pourrait me tuer un jour. Je ne peux plus vivre avec elle. Vous m'avez trahi. » Adjoa et Amadou baissèrent les yeux à court d'arguments. Kelly pleurait en silence. Sefu, qui avait tout entendu, s'approcha, les yeux brillants de larmes. « Comment avez-vous pu me mentir? Les gens du quartier disaient que Kelly n'était pas ma mère, qu'Eva l'était, et vous m'avez caché ça. Ma propre mère m'a jeté dans la forêt. Kelly, le cœur brisé, tenta de l'apaiser. Sefu, on voulait te protéger. » Mais Sefu, en colère, poursuivit. « Qui est mon père? Dites-moi la vérité. » Adjoa, hésitante, murmura. « Ton vrai père, c'est Bakary. Ta mère, c'est Eva. Bakary a une famille, une femme, des enfants. Quand Eva est tombée enceinte, il a accepté de prendre ses responsabilités, mais il ne pouvait pas l'épouser. Eva voulait se marier avec Miguel. Si Miguel découvrait qu'elle avait un enfant, ça risquait de tout gâcher. C'était important pour elle, pour aider la famille, pour soutenir Kelly qui étudiait. On n'avait pas le choix. Sefu, abasourdi, demanda. « Et Eric, pourquoi est-il mon père ?» Adjoa continua. « Eric t'a sauvé dans la forêt. Tu étais avec 2 chimpanzés adultes qui t'avaient pris, mais aussi avec 2 bébés chimpanzés. Eric avait attiré les adultes avec des bananes. Un jour, il vous a vu. Il a tiré un coup de fusil en l'air. Les adultes ont fui en te laissant, toi et les 2 petits chimpanzés. Il vous a tous récupérés ce jour-là. Sefu, à 12 ans, comprit tout, mais la douleur le submergea. Il entra dans sa chambre, attrapa un sac et commença à y entasser ses affaires. « Vous m'avez tous trahi, je ne peux plus rester ici. » Adjoa, paniqué, s'écria « Mais où vas-tu aller ?» Sefu se tourna vers Eric, présent. « Je vais vivre avec toi. Tu es mon vrai père. Eva m'a abandonné. Elle a voulu me tuer. Elle n'est pas ma mère. » Eric tenta de le raisonner. « C'est fou, ma vie est compliquée. Je vais souvent à la chasse. Reste ici avec ta famille. »
Mais Sefou fut catégorique. « Non, je vais avec toi. » Kelly tenta de le retenir, les larmes aux yeux, mais il partit avec Eric, déterminé. Les jours passèrent et la tension s'apaisa peu à peu. Miguel, quant à lui, continuait de veiller sur Raoul et Ren, qui se rétablissaient à l'hôpital vétérinaire. Quand ils furent enfin guéris, il les ramena chez Adjoa pour une visite. Le quartier, alerté, se réjouit de les revoir en bonne santé. Les enfants couraient autour d'eux, et même Sefou, malgré sa colère, sourit en les voyant. Eric, apprenant la nouvelle, vint aussi. Il observa Miguel, qui caressait les chimpanzés avec affection. Sachant combien il les aimait, Eric fit une proposition. « Miguel, tu les aimes tant. Je veux pas qu'ils risquent encore un tel drame. Si tu veux, je te les vends. Tu pourrais les garder avec toi. » Miguel, pilote souvent absent, réfléchit. Sans Eva, avec ses 3 filles à charge, il voyageait beaucoup. Les chimpanzés intelligents et capables de tâches simples pourraient être des compagnons pour ses enfants. « D'accord, dit-il, je les prends. » Il acheta Raoul et Reine, les ramena chez lui et commença une nouvelle vie avec eux. De son côté, Sefou s'installa chez Eric. Bakary, son père biologique, continua de contribuer à son éducation, comme avant. Kelly rendait souvent visite à Sefou, et avec le temps, la colère du garçon s'estompa. Il pardonna peu à peu à ses grands-parents, Adjoa et Amadou, et recommença à leur rendre visite. Les moments passés avec Eric et Sefou rapprochèrent Kelly d'eux. Ce qui avait été une façade, Kelly et Eric jouant les parents de Sefou, devint réel. Kelly, qui voyait désormais Sefou comme son propre fils, développa des sentiments profonds pour Eric. Elle commença à préparer des repas chez lui et leur relation devint sérieuse, évoluant vers un véritable lien. Pendant ce temps, Eva purgeait sa peine de prison, initialement fixée à 5 ans. Après 2 ans, Miguel, malgré sa douleur, décida de payer une caution pour la libérer, ne pouvant laisser la mère de ses 3 filles enfermée indéfiniment. Cependant, il avait déjà pris des mesures pour ses enfants. En tant que pilote, souvent en voyage, il avait envoyé ses 3 filles au Portugal, confiées à sa famille, ne faisant plus confiance aux ménagères et cuisiniers après la trahison d'Eva. Quand Eva sortit de prison, Miguel l'emmena chez Adjoa et Amadou. « Elle reste avec vous pour l'instant », déclara-t-il. Adjoa tenta de protester. « Mais pourquoi? C'est ta femme, garde-la avec toi. » Eva, désespérée, ajouta « J'ai besoin de mes enfants. » Miguel secoua la tête. « Tes enfants sont au Portugal avec ma famille. Je ne peux plus te faire confiance, Eva. Après ce que tu as fait, je ne peux pas les laisser ici avec toi ou des employés. Reste avec tes parents, on verra plus tard. » Eva, brisée, resta silencieuse, tandis que Miguel s'éloigna, laissant la famille face à un avenir incertain. Les mois s'écoulèrent, mais pour Eva, chaque jour pesait plus lourd que le précédent. Chez Adjoa et Amadou, dans leur maison du quartier périphérique, elle s'accrochait à l'espoir que Miguel change d'avis et lui ouvre à nouveau son cœur. Mais Miguel, resté dans le pays, demeurait inflexible. Ses appels restaient sans réponse, ses messages ignorés. Blessée, Eva sentit ses instincts d'autrefois ressurgir, ceux d'une femme qui refusait d'attendre un homme. Sa beauté, encore éclatante, attirait les regards. Déterminée à refaire sa vie, Eva chercha un nouveau mari, quelqu'un ignorant son passé trouble. Dans les bars animés du centre-ville, elle séduisait avec aisance, son charme naturel faisant tomber les hommes. Mais chaque relation s'effritait. Les rumeurs du quartier ou les murmures d'anciens amants révélaient son histoire. Pire encore, Eva, marquée par les années, ne pouvait plus concevoir d'enfants. Les prétendants, apprenant cela, fuyaient, ne voulant pas d'une femme incapable de procréer. À chaque échec, Eva revenait humiliée chez ses parents, comme un oiseau retombant dans le même nid. Désespérée, elle renoua avec ses vieilles habitudes. Les nuits dans les bars, les hommes prêts à payer pour son attention. La vie facile d'autrefois. Mais cette existence, jadis vibrante, semblait désormais fade. Eva s'enfonçait dans une spirale de regrets. Pendant ce temps, Kelly, Eric et Sefou construisaient une vie différente. Sefou, âgé de 15 ans, brillait à l'école, ses professeurs louant son intelligence et sa détermination. Eric, lassé de la chasse, s'était lancé dans une nouvelle aventure avec Kelly. Ensemble, ils avaient ouvert une petite boutique, vendant des produits issus de leurs parcelles agricoles. Eric gérait le commerce au quotidien, tandis que Kelly poursuivait son travail, équilibrant ses responsabilités avec son rôle auprès de Sefou. Leur maison, autrefois un refuge temporaire, était devenue un vrai foyer, où l'amour et la stabilité grandissaient. Sefou, bien que marqué par les révélations sur Eva, rendait souvent visite à ses grands-parents, Adjoa et Amadou. Avec le temps, il commença aussi à voir Bakary, son père biologique. La femme de Bakary, informée de l'existence de Sefou, avait accepté qu'il vienne leur rendre visite.
Ces moments, parfois maladroits, apportaient un équilibre fragile à Sefu, qui naviguait entre sa famille adoptive et ses racines. Les années passèrent. Sefu, à force de travail, décrocha son baccalauréat avec brio. Kelly et Eric, fiers comme des parents, organisèrent son départ pour la deuxième ville du pays, où une grande université l'attendait. Ils réunirent leurs économies pour lui offrir cette chance, et Sefu, ému, leur promit de les rendre fiers. De son côté, Eva, usée par le temps, perdait sa fraîcheur. À 40 ans, ses formes, jadis envoûtantes, s'estompaient. Les hommes qu'elle fréquentait s'intéressaient de moins en moins à elle, préférant des femmes plus jeunes. La vie qu'elle menait, autrefois une échappatoire, devenait un fardeau. Seule, elle commença à pleurer ses 3 filles, restées au Portugal avec la famille de Miguel. Leur absence lui brisait le cœur, mais Miguel, distant, ne lui laissait aucun espoir de les revoir. Miguel, marqué par les trahisons d'Eva, finit par quitter le pays. Avec Raoul et Reine, les chimpanzés qu'il avait achetés, il s'installa au Portugal pour être auprès de ses filles. Eva, apprenant son départ définitif, sombra davantage. Revenue encore et encore chez Adjoa et Amadou, elle s'effondra un soir, pleurant devant sa mère. « J'ai tout perdu, murmura-t-elle, la voix brisée. Mes enfants, ma vie, tout. » Adjoa, le cœur lourd, tenta de la consoler, mais ses mots semblaient vains. Eva, dans sa solitude, vivait désormais une vie misérable, hantée par ses choix, tandis que Sefu, Kelly et Eric traçaient leur chemin, loin des ombres du passé. Les années s'écoulèrent et Sefu, désormais jeune homme, acheva ses études universitaires avec succès. Dans la deuxième ville du pays, il décrocha un poste prestigieux dans une grande entreprise. Fier de sa réussite, il n'oublia pas ceux qui l'avaient soutenu. Chaque mois, il envoyait de l'argent à Kelly et Eric, qui utilisaient ces fonds pour acheter des parcelles, construire des maisons et développer des affaires. Leur petite boutique prospérait, et avec l'aide de tous les membres de la famille, Adjoa et Amadou commençaient à profiter d'une vie plus confortable. Les 3 frères de Kelly et Eva, Sandro, Thomas et Bento, avaient eux aussi grandi et réussi. Ils contribuaient à la famille, mais leur lien avec Eva restait fragile. Marqué par ses actes passés, l'abandon de Sefu, sa tentative d'empoisonnement, sa vie instable, il la considérait comme la brebis galeuse. Seuls Adjoa et Amadou, portés par leur amour parental, lui offraient plus d'affection. Mais cela ne suffisait pas. Eva, seule, menait une vie difficile, rongée par ses regrets. Apprenant la réussite de Sefu, ce fils qu'elle avait renié, elle fut submergée par un mélange d'espoir et de désespoir. Elle tenta de contacter Miguel, le suppliant de lui permettre de voir ses 3 filles restées au Portugal. Mais celle-ci, ayant grandi en apprenant ce qu'elle avait fait à leur demi-frère, la haïssait depuis l'enfance. Elles refusèrent tout contact, ne voulant pas entendre parler d'elle. Désespérée, Eva prit une décision radicale. Elle acheta un billet pour la deuxième ville où vivait Sefu, déterminée à retrouver son fils. Après des jours de recherche, elle rencontra un homme qui connaissait Sefu. Il l'hébergea chez sa sœur et promit de l'accompagner. Un matin, il se présenta chez Sefu, Eva à ses côtés, nerveuse et tremblante. « Sefu, dit l'homme, cette femme t'a cherché pendant plusieurs jours. Elle dit qu'elle est ta mère. Elle a passé la nuit chez ma sœur. Elle ne connaît personne ici. Elle veut te parler. » Sefu, installé dans une belle maison avec sa femme, reconnut immédiatement Eva, mais son cœur se ferma. « Ma mère ?» répondit-il froidement. « Non, je ne la connais pas. Je n'ai jamais vu cette femme. » L'homme insista, confus. « Mais elle a donné des détails précis sur toi, Sefu. Elle te connaît. » Sefu secoua la tête. « Beaucoup de gens me connaissent, ça ne veut rien dire. Cette femme n'est rien pour moi. » La femme de Sefu, qui connaissait l'histoire, lui toucha la main, chuchotant « Sefu, c'est ta mère. » Il lui fit signe de se taire, son regard dur la dissuadant de continuer. Eva, voyant le rejet de son fils, s'effondra en larmes devant l'homme et Sefu. « Je te demande pardon, Sefu, » sanglota-t-elle. « Je sais que je t'ai abandonné, que je t'ai renié. J'étais jeune, je voulais un mariage, une vie meilleure. Je sais que c'était grave. Pardonne-moi mon fils, je t'en supplie. » L'ami de Sefu, comprenant la situation, le prit à part. « Écoute, je vois ce que tu fais. Tu la renies comme elle t'a renié. Je comprends. Mais c'est quand même ta mère. Elle est seule. Elle vit une vie misérable là-bas. Personne ne l'aide. Elle est venue pour toi. Fais quelque chose pour elle. » La femme de Sefu, touchée par les larmes d'Eva, ajouta doucement « Elle a l'air brisée, Sefu. Peut-être qu'elle mérite une chance. » Après un long silence, Sefu soupira et s'adressa à Eva. « D'accord, madame. Vous voulez que je vous aide? Je vais vous aider. Mais ce ne sera pas gratuit. J'ai une pièce libre dans ma parcelle. Vous pouvez rester là, mais vous devrez travailler. Laver les habits, nettoyer, balayer. Vous devrez gagner votre vie. Je ne vous donnerai rien sans effort. » L'ami de Sefu murmura à Eva. «
C'est une belle offre, madame. Acceptez. Eva, les yeux encore humides, hocha la tête. Merci, Sefu. Je travaillerai. Je ferai tout ce qu'il faut pour rester. Dans son cœur, elle espérait qu'avec le temps, il la verrait autrement, qu'elle pourrait regagner son amour. Eva s'installa chez Sefu et commença à travailler. Elle lavait, nettoyait, balayait, espérant que ce dur labeur briserait la froideur de son fils. Mais Sefu restait distant, la traitant comme une simple employée. À la fin du mois, il la payait comme une servante, sans un mot de plus. Pour Eva, habituée à une vie où les hommes lui offraient tout, ce quotidien était insupportable. À son âge, les tâches devenaient épuisantes et l'indifférence de Sefu pesait encore plus lourd. Après plusieurs mois, Eva craqua. La vie qu'elle menait chez Sefu, faite de corvées et de rejets, était trop dure. Chez ses parents, même si ses frères et sœurs l'ignoraient, elle pouvait au moins manger sans effort. Un soir, elle rassembla ses affaires et s'adressa à Sefu et à sa femme. « Je ne peux plus supporter cette vie, dit-elle, la voix tremblante. Je retourne chez mes parents. » Sefu haussa les épaules. « Tu es libre. Tu as vu la ville. Tu as choisi de partir. Fais ce que tu veux. » Eva, les larmes aux yeux, dit au revoir à la femme de Sefu qui lui serra la main avec compassion. Puis elle se tourna vers Sefu espérant un mot, un geste. Il se contenta de hocher la tête, impassible. Eva quitta la maison, un billet payé avec ses maigres économies en main, et repartit vers la ville où vivaient ses parents, laissant derrière elle une dernière chance de rédemption. Les années avaient laissé Eva dans une solitude pesante. Un jour, sa situation devint critique. Elle n'avait plus un franc en poche. Errant dans un marché éloigné de chez Adjoa et Amadou, elle se sentait faible, assoiffée, incapable d'acheter même une bouteille d'eau. Elle avait eu quelques pièces, mais un incident, un pickpocket, peut-être, les lui avait fait perdre. Désespérée, elle se mit à demander de l'aide aux passants pour payer son transport. Elle s'approcha d'un homme qui la repoussa d'un regard dédaigneux, la prenant pour une mendiante. Eva, humiliée, tenta sa chance auprès de femmes vendant des légumes. « S'il vous plaît, j'ai un souci, expliqua-t-elle, la voix tremblante. J'ai perdu l'argent que j'avais, j'habite loin. Si vous pouvez m'aider à payer le transport. » Les femmes, voyant son air fatigué et ses vêtements usés, échangèrent des regards méfiants. « Encore une qui veut escroquer, » murmura l'une d'elles. Aucune ne tendit la main. Dans un élan de désespoir, Eva, affamée et épuisée, tenta de voler une poignée de fruits dans une boutique. Mais le propriétaire, un homme au tempérament dur, la surprit. « Voleuse !» cria-t-il, attirant une foule. Sans écouter ses explications, il la traîna jusqu'au poste de police. Là, les agents, inflexibles, l'enfermèrent et exigèrent les coordonnées de sa famille. Eva, tête basse, donna le numéro de Kelly. Quand Kelly reçut l'appel, elle soupira, découragée. « Encore Eva !» dit-elle à Eric. La famille, lassée des frasques d'Eva, ses vols, ses mensonges, ses erreurs passées, décida de la laisser en prison. « On en a marre de ces conneries !» lança Sandro, l'un de ses frères. Adjoa, bien qu'attristé, ne protesta pas. Eva, seule dans une cellule bondée de la prison pour femmes, se sentit plus abandonnée que jamais. Le troisième jour, une détenue, une femme robuste et crainte, la reconnut. « Eva !» grogna-t-elle, son visage s'assombrissant. « C'est toi qui as brisé mon foyer il y a des années. Tu as séduit mon mari et il m'a quittée. » Les souvenirs douloureux la rendaient furieuse. Cette femme, une figure dominante parmi les prisonnières, rallia d'autres détenues contre Eva. Elles commencèrent à l'intimider, à la bousculer, à la frapper. Eva, terrifiée, tenta de se défendre, mais ses cris ne trouvèrent aucun écho. Au cinquième jour, la femme menaça. « Demain, on va te casser les pieds. Prépare-toi. » Eva, tremblante, pleura toute la nuit, implorant les gardes pour de l'aide. « C'est comme ça ici, » répondit l'un d'eux. « Évite les problèmes, débrouille-toi. » Mais le lendemain matin, à sa grande surprise, un garde ouvrit sa cellule. « Eva, tu es libre. Quelqu'un a payé ta caution. » Hébétée, elle sortit, clignant des yeux sous le soleil brûlant. Dehors, Sefu l'attendait, accompagné d'Eric. Eva, stupéfaite, balbutia. « Sefu, tu es venu, pourquoi? Je ne comprends pas. » Sefu, le regard sérieux mais adouci, répondit. « J'ai appris qu'on t'avait enfermé. Je savais que personne d'autre ne viendrait te chercher. Alors, je suis venu. » Eva, confuse, murmura. « Mais je t'ai fait tant de mal. Tu ne m'as jamais pardonné. » Sefu secoua la tête. « Non, je t'avais déjà pardonné, Eva. Le jour où tu as eu le courage de venir me voir, quand tu as accepté de travailler chez moi malgré mon indifférence, ce jour-là, je t'ai pardonné. Peu importe ce que tu m'as fait, tu es celle qui m'a mise au monde. Ton premier pas vers moi t'a sauvé, même si tu ne le savais pas. Et quand j'ai appris que tu étais ici, je n'ai pas pu t'abandonner. » Eva, bouleversée, fondit en larmes. Elle réalisa que, malgré toutes ses erreurs, son fils, celui qu'elle avait abandonné, celui qu'elle avait renié,
était la seule personne au monde à lui tendre la main. Alors que sa famille l'avait rejeté, que ses propres filles la haïssaient, Séfou, son propre sang, était là, devant elle. Elle s'effondra dans ses bras, incapable de parler, ses sanglots résonnant dans l'air poussiéreux. Eric, ému, posa une main sur son épaule pour la consoler. Séfou, la voix ferme mais bienveillante, ajouta « Eva, il faut que tu arrêtes tout ça. Les choses malhonnêtes, les erreurs. Si tu veux qu'on garde un lien, tu dois changer. » Eva, à genoux, jura entre ses larmes « Je ferai tout ce qui est bon, Séfou. Je ne te décevrai plus, je le jure. » C'était la promesse qu'elle avait toujours voulu faire, le rêve qu'elle avait caressé malgré ses fautes. Séfou, qui avait prospéré grâce à ses investissements, possédait plusieurs appartements dans la deuxième ville. Eric et Kelly, désormais parents d'un garçon et d'une fille, avaient déménagé dans une nouvelle parcelle, laissant leur ancienne maison à des locataires. Adjoa et Amadou, soutenus par leurs autres enfants, vivaient confortablement. Séfou, dans un geste de générosité, offrit à Eva un petit appartement avec 2 portes pour locataires, suffisant pour qu'elle puisse vivre décemment. Il l'aida aussi à installer une petite boutique devant la parcelle où elle commença un commerce modeste. Eva, pour la première fois depuis des années, sentit un sourire naître sur son visage. Grâce à Séfou, elle retrouvait une dignité qu'elle croyait perdue. Elle travailla dur, tenant sa promesse, et commença à reconstruire sa vie, portée par l'espoir d'un lien retrouvé avec son fils. Kelly et Eric, de leur côté, vivaient heureux avec leurs 2 enfants, un garçon et une fille, qui considéraient Séfou comme leur grand frère. La famille, autrefois brisée par les secrets, trouva un équilibre fragile mais réel, où l'amour et le pardon, malgré les blessures du passé, finirent par tracer un chemin nouveau.